Bien, bonsoir. Le Centre d'excellence franco-allemand Jean Monnet de Strasbourg est très heureux d'organiser ce nouveau webinaire sur les questions européennes. Le premier avait porté, parce que ça avait de quoi nous surprendre ici à Strasbourg, sur la fermeture subite de la frontière entre la France et l'Allemagne à cause de la pandémie qui a affecté quotidiennement un certain nombre de nos compatriotes de part et d'autre du Rhin. Ce soir, on va poursuivre un peu l'exploration du couple franco-allemand à travers son rôle dans le plan de relance européen qui a été proposé par la Commission au mois de mai dernier. Et pour débattre avec Birte Wassenberg, ma collègue du Centre d'excellence Jean Monnet et moi-même, je suis très heureux d'accueillir par webinaire Anne Sander, députée européenne, questeur du Parlement et qui est bien connue de ceux qui nous suivent sur ce webinaire, puisqu'elle est aussi, sans être péjoratif, notre députée européenne locale, alsacienne de surcroît. Heureux aussi de retrouver au moins par viséo Jean-Dominique Giuliani, qui nous a fait souvent le plaisir de venir à Sciences Po Strasbourg pour discuter avec nos étudiants, qui est président de la Fondation Robert Schuman et de l'Institut libre d'études des relations internationales. Puis aussi un autre ami de Strasbourg, Martin Koppmann. Je ne vous fais pas signer une pétition pour le siège, c'est pas ce que je veux dire, mais vous êtes venu souvent dans notre ville, aussi à Sciences Po Strasbourg déjà par le passé, qui est directeur de la Fondation Genshagen et qui s'est longtemps occupé des relations franco-allemandes à la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, la DGAP. Et enfin, collègue et ami Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, directeur du CERI et dont les connaissances sur le franco-allemand sont notoirement connues. Alors, on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet. En mai dernier, la Commission a mis sur la table un plan de relance européen. 2 mois plus tard, le Conseil l'adoptait au bout d'un bras de fer qui a duré quelques jours. Et en fait, ce plan de relance, dont les chiffres sont connus de tout le monde, 750 millions pour le plan de relance, mais en même temps, on a adopté ce qu'on qualifie de budget européen, mais c'est un plan de financement pluriannuel d'un peu plus de 1 000 milliards d'euros. Et donc, en fait, pour que tout ça soit opérationnel, il faut encore l'accord du co-législateur, le Parlement européen, et in fine, encore une fois, l'accord des États-nations et au moins des débats dans un certain nombre de parlements nationaux. Or, les députés européens, vous me voyez venir, Anne Sander, ont dit que le compte n'y était pas tout à fait au mois de juillet dernier. J'ai envie tout de suite de vous poser directement la question, le compte n'y est-il pas vraiment ? Et est-ce que vous avez le temps, longtemps, de débattre alors qu'il y a urgence, vu la situation, et que finalement ce plan a été adopté au terme d'un forceps entre États qui rend peut-être difficilement envisageable de le modifier beaucoup au Parlement européen. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la députée ? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est une véritable difficulté pour nous. Je sors d'une réunion justement consacrée à ces discussions budgétaires que nous avons actuellement au Parlement. Alors, il faut distinguer 2 choses. Il y a effectivement le budget pluriannuel pour lequel effectivement le compte n'y est pas, mais adossé à ça, vous avez le plan de relance. Et donc, les États membres aujourd'hui essaie de nous dire, finalement, si on ajoute le budget pluriannuel et si on ajoute le plan de relance, on retrouve un niveau satisfaisant. Pour mon domaine, par exemple, sur le sujet de l'agriculture, on nous explique que plan de relance plus budget pluriannuel, on arrive, si on ne tient pas compte de l'inflation, au bon montant. Or, les choses, on ne peut pas raisonner de cette manière-là. Alors, c'est vrai, les deux sont particulièrement liés, ce qui va rendre d'ailleurs l'adoption difficile. Alors, pourquoi est-ce que le Parlement n'est pas satisfait ? Parce qu'il y a un certain nombre de priorités, des priorités qui ont d'ailleurs été reconnues par les États membres. Je prends par exemple le secteur de la santé, qui est une priorité, surtout après la crise que nous venons de traverser, qui est une priorité pour les États membres, qui est une priorité pour le Parlement et qui est
une priorité pour les Européens, eh bien, il y a eu des coupes dans ce secteur-là. Si vous prenez le secteur de la recherche, on dit c'est une vraie priorité pour l'Europe. Il faut le Green Deal, il faut une Europe plus numérique. Donc, pour avancer sur toutes ces priorités, eh bien, il faut continuer à investir dans la recherche. Et là aussi, le compte n'y est pas. Donc, le Parlement aujourd'hui est dans une situation où, il n'est pas d'accord avec les montants. Il se pose beaucoup de questions sur le plan de relance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. On en reparlera sur la manière de le financer, que ce soit à travers les ressources propres, par exemple, sur lesquelles il y a des incertitudes, en particulier sur le calendrier, sur les ressources propres elles-mêmes. Et puis, je dirais, il y a troisième difficulté, c'est que le Parlement européen, eh bien, n'est pas, à l'heure actuelle, n'est pas associé aux discussions. Sur le budget pluriannuel, le Parlement ne peut pas apporter, je dirais, ne peut pas changer les lignes et les montants, on accepte ou on rejette. Et sur le plan de financement, sur le plan de relance, aujourd'hui, tel quel, le Parlement n'est pas associé. Donc notre moyen de pression, mais de pression pour représenter les citoyens, parce que nous sommes la voix des citoyens, c'est de dire, eh bien, les deux doivent être liés et nous voulons être associés au plan de relance parce que sinon, eh bien, nous ne serons pas d'accord avec les propositions sur le budget, qui est le résultat d'un équilibre effectivement difficile à trouver. Et nous ne voulons pas être ceux qui remettent en cause cet équilibre, cet accord qui a été trouvé. Néanmoins, il faut tenir compte des propositions du Parlement. Jean-Dominique Giuliani, vous partagez l'analyse de Mme Sander? Comment vous appréciez ce plan? Je corrigerai un petit peu la manière dont vous l'avez présenté d'abord, parce que ce n'est pas la Commission qui a pris l'initiative, c'est à l'origine une initiative franco-allemande. Et je crois qu'il ne faudrait pas l'oublier, une initiative franco-allemande qui allait un peu au-delà des canons habituels. Et je crois que le communiqué du 18 mai, si je me souviens bien, entre la France et l'Allemagne, relance une dynamique qui libère un peu la Commission et lui permet d'être plus ambitieuse, vraisemblablement, que ce qu'elle imaginait pouvoir être. Et ça suscite chez moi une première réflexion que j'aimerais partager avec mes amis et collègues, c'est que nous sommes enserrés dans un cadre légal, des traités, des procédures qui fonctionnent peu ou prou depuis plus de 60 ans et qui ont fait leurs preuves. Mais on voit bien aujourd'hui, et Anne Sander le montre tout à fait clairement, nous avons un budget insuffisant pour l'Union européenne, nettement insuffisant pour tout ce que nous voulons que l'Europe fasse. Nous voulons une politique étrangère européenne plus active, nous voulons une politique de sécurité, et donc nous sommes à un seuil de l'union politique où on ne peut pas procéder comme avant. Il faut un moteur pour sauter les marches et entrer dans le seuil de l'union politique un peu plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça ne peut se faire, à mon avis, c'est là où le couple franco-allemand est utile, ça ne peut se faire que parce que les États, au moins certains d'entre eux, vont vouloir entraîner l'Europe vers des progrès dans ces domaines-là. Alors bien sûr, il faut que le Parlement y soit associé, bien sûr, il faut aussi que les procédures changent, et je crois que, comment dirais-je, la boîte à imagination est ouverte. Oui, le Parlement représente la voix des citoyens, mais moi j'aimerais qu'il la représente également, qu'il la représente mieux, qu'il y ait plus de députés allemands, plus de députés français, un peu moins de députés des petits pays. Et là, on pourrait, par exemple, la Cour constitutionnelle allemande pourrait déclarer qu'il est légitime, ce qu'elle refuse de faire aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses qui sont, à mon avis, au seuil de l'adoption d'un nouveau logiciel, dirions-nous en termes informatiques. Et le fait que la France et l'Allemagne aient déclenché ce plan de relance, pour moi, c'est quelque chose de très important. Son contenu aussi, puisqu'on a levé quelques tabous, on va y revenir, j'imagine.
Mais donc, je crois que l'intégration ne peut se poursuivre que par des exemples d'États, de coalitions d'États, de certains États qui montrent un exemple européen ouvert aux autres, mais qui progresse. Et bien sûr, il faut que tout ceci soit démocratique et il est normal que le Parlement ait son mot à dire. Martin Koopmann, du point de vue allemand, comment vous voyez le dispositif qui est parti au mois de mai dernier et comment vous percevez, de votre point de vue, un peu les atouts et aussi les faiblesses de ce dispositif? Ben je dirais que c'est vrai que ce que Jean-Dominique a dit tout à l'heure, au début, ça a été une initiative franco-allemande. Je pense que c'est très très important, puisque le fait que l'Allemagne a pris une position qui n'est quand même pas évidente, vu le contenu en fait du plan de relance, c'est un point extrêmement important qui concerne, je dirais, toute la politique européenne de l'Allemagne qui, il y a encore quelques années, n'aurait pas pris ce chemin-là. Donc, je pense que c'est un point très important. Et quand on regarde cette initiative franco-allemande, je dirais, c'est tout d'abord, bien sûr, c'est une initiative qui sort d'une crise, qui est une réaction à une crise. Mais quand on lit le texte, il va au-delà de la simple crise, je dirais. C'est un premier papier franco-allemand qui dessine l'avenir de l'Union européenne après la crise, après le Covid-19. Donc, on parle de finaliser le marché commun, on parle de l'espace Schengen, etc. Bien sûr, tout cela a des liens avec la crise, avec le Covid-19 et avec aussi une politique commune. Mais c'est la première fois, en fait, que le président Macron reçoit une vraie réponse côté allemand à ses propositions sur l'avenir de l'Europe. Et je pense que ça, en fait, ça a commencé avec le discours à la Sorbonne, avec en fait le manque de réaction allemande. Et là, c'est la première fois, peut-être on pourrait dire, grâce à cette crise, que l'Allemagne bouge et qu'il y a donc une initiative franco-allemande. Donc je pense que, vu devant cet arrière-plan, c'est un pas en avant, bien que, bien sûr, il y a encore des points qui manquent. Je vais tendre le micro à Christian Lequesne. J'ai presque envie de dire de façon provocante comme question, pensez-vous que Mme Merkel se soit convertie au keynésianisme? Je ne pense pas que Mme Merkel soit convertie à une quelconque idéologie, je pense, ou doctrine. C'est pas genre. Je pense qu'elle est suffisamment pragmatique pour essayer d'abord d'avoir une approche de résolution des problèmes. C'est comme ça qu'elle travaille, Mme Merkel. Mais effectivement, sa décision a été cruciale. Et vous vous rappelez, on se posait quand même la question, est-ce que l'Allemagne va accepter ce financement par la dette ou pas? Et c'était pas évident du tout. Donc effectivement, ce projet franco-allemand, ce premier papier du 18 mai, il est possible aussi parce que Madame Merkel prend cette position contre une partie de son opinion publique et des membres de son propre parti politique, la CDU, CSU. Alors, je partage ce que disait tout à l'heure Jean-Dominique. Effectivement, on a vu là que le fait d'avoir cette initiative entre les deux grands pays a permis de relancer un processus compliqué. Mais en même temps, on se rend compte, et je pense que la suite de la négociation, c'est-à-dire celle qui mène au compromis du 21 juillet, nous montre que la capacité de résistance des autres pays est très forte. Si nous avons eu ces baisses que regrettait Madame Sanders par rapport aux propositions de la Commission, c'est aussi parce que les États dits frugaux ont insisté. Si nous n'avons pas eu de vraies avancées sur de nouvelles ressources propres, c'est pour cela aussi. Je pourrais ajouter d'ailleurs que ces pays ont également réussi à négocier
des rabais pour leur propre contribution. Et puis, tout ça n'est pas terminé, car maintenant, nous allons avoir l'Europe centrale qui va arriver avec la question de la conditionnalité. Il y a eu vendredi une discussion entre les ambassadeurs représentants permanents à Bruxelles autour des propositions de la présidence allemande sur la conditionnalité politique. Pourquoi donner de l'argent à des pays qui violent l'indépendance de la justice et l'indépendance des médias? Immédiatement, les représentants permanents polonais et hongrois ont bloqué. Donc, je pense que dans cette union à 27, l'Allemagne et la France, bien sûr, ça peut servir de moteur, d'impulsion, mais ensuite, il faut faire énormément de compromis avec les autres acteurs dont on ne doit pas négliger la capacité de blocage. Je vais prendre la relève et si on regarde ce plan de la relance franco-allemande, c'est un plan à caractère bien sûr principalement économique. Or, la semaine dernière à Berlin, le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, a annoncé des priorités pour la présidence allemande au Conseil de l'Europe, qui va commencer au mois de novembre. Et c'est une des priorités qu'il a nommées, la première, c'était la jeunesse. Et cela m'a fait penser au traité de l'Élysée et à l'accent qui avait été mis en 63 sur le couple franco-allemand et les jeunes. Et quand je regarde les priorités de l'Union européenne, je me demande, et c'est une question que je pose au panel, est-ce qu'on a oublié un tout petit peu les jeunes dans ce package de relance de l'Union européenne? J'ai envie de commencer avec M. Koopman sur cette question-là. Si on a oublié les jeunes dans la relance, vous voulez dire, de la crise? Question difficile. Je ne sais pas si on a oublié les jeunes. En fait, parfois on a l'impression, surtout quand on regarde les rues en Allemagne et ailleurs, que les jeunes qui sont peut-être moins touchés que les vieux ont une autre vue sur cette crise. Je ne sais pas si la politique à négliger la jeunesse. J'ai vraiment du mal à réagir à votre question puisque j'avoue que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Il est peut-être, excusez, peut-être pour juste réorienter un peu ma question, parce que pendant la crise, souvent, on a aussi stigmatisé les jeunes comme étant responsables de propager le virus. Et donc, on a l'impression que cela a même accentué la fracture sociale ou générationnelle entre les jeunes et la génération plus ancienne. Mais peut-être quelqu'un d'autre du panel a envie d'abord à réagir. Madame Sander, peut-être. Justement, on a quand même réduit Erasmus dans la proposition budgétaire. Oui. Or, ça concernait principalement les jeunes. Ferme ma parenthèse. Bien sûr. Non, c'est sûr. Mais je pensais à la réaction sanitaire, à la première crise sanitaire, bien sûr. Hein. Pour ce qui concerne en fait tous ceux qui sont en université, qui débutent leur carrière universitaire par exemple ou autre, c'est un problème très grave. Et on a souvent eu l'impression en Allemagne, mais je pense que c'est pareil ailleurs, qu'on a un peu oublié les questions long terme. Mais je dirais que pour une partie, c'est une réaction normale quand on se trouve dans une crise grave, qu'on réagit à court terme pour ensuite voir ce que sont les conséquences à moyen ou long terme, y inclut bien sûr les questions de formation et les questions universitaires. Et il est vrai que, si je ne me trompe pas, dans l'initiative franco-allemande, on ne parle pas vraiment de ces aspects-là. On parle plutôt de la relance économique, ce qui est une question importante et très, très, très juste à mentionner dans ce contexte. Mais on ne parle vraiment pas des jeunes ou de la formation, des conséquences dans ce secteur-là. Madame Sander, est-ce qu'on en parle au Parlement ?
Il faut activer le micro. Il faut activer juste le micro. Pardon. Voilà. Je vous assure vraiment qu'on parle des jeunes et que c'est une véritable préoccupation chez nous. Alors, vous l'avez rappelé, les financements pour Erasmus ont été baissés. Donc ça, c'est un regret. Et d'ailleurs, ça fait partie des 15 projets, des 15 programmes pour lesquels le Parlement continue à se battre avec le Conseil, quitte à trouver une astuce budgétaire pour sortir le programme de la programmation budgétaire classique. Donc c'est vraiment une préoccupation. Et puis je vais vous dire de manière plus générale, dans nos réponses à la crise, nous pensons évidemment à l'emploi des jeunes, à la formation, aux compétences des jeunes. Voilà pourquoi nous avons apporté plus de flexibilité, et ça a été voté par le Parlement, dans tous les programmes déjà en cours liés à l'emploi et en particulier à l'emploi des jeunes. Nous avons aussi apporté plus de flexibilité à un programme qu'on appelle la garantie jeunesse. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de développer plus de financement pour les jeunes. Et quand on dit pour les jeunes, c'est pour la formation et pour l'acquisition de compétences des jeunes. Il y a aussi le programme SUR pour l'emploi. C'est un programme de crise. Hein. Donc là aussi, avec pour objectif les jeunes. Et puis de manière plus générale, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau européen, nous écoutons les jeunes. Vous savez que les jeunes se sont beaucoup mobilisés pour les questions liées au climat, l'urgence climatique, l'environnement. Et là, nous avons vraiment été à l'écoute des jeunes, puisque c'est la priorité des 5 prochaines années de notre mandat, mais bien évidemment avec des objectifs que nous nous fixons jusqu'en 2050. Donc, je crois que c'est aussi une réponse à la préoccupation des jeunes. Oui, Monsieur Lekesne, est-ce que le couple franco-allemand doit avoir d'autres priorités que uniquement la relance économique et plus largement, pas seulement les jeunes, mais pour l'avenir, si ça doit être une relance au niveau de plus d'intégration européenne? Écoutez, je pense d'abord que pour revenir sur la question des jeunes, s'il y a un effort particulier qui a été fait dans une relation bilatérale pour les jeunes, c'est bien le traité franco-allemand avec la création de l'Office franco-allemand jeunesse qui a permis depuis 1963 l'échange entre les deux pays de milliers d'étudiants et qui continue toujours à fonctionner. Le seul exemple équivalent, c'est l'office polono-allemand de la jeunesse entre l'Allemagne et la Pologne. Je pense que bien sûr l'économie c'est absolument vital. Il est normal que la France et l'Allemagne fassent en sorte que leur relations économiques, les investissements soient le plus facilités possible, mais il ne faut pas non plus négliger les sociétés. Et moi, je vois des deux côtés beaucoup d'initiatives. Hein. Je pense aussi au jumelage qui permettent à des villes des deux pays d'échanger, de faire rencontrer leurs associations. Donc tout ça fonctionne bien. Là où on est peut-être un peu plus aujourd'hui en décalage, c'est parfois les questions de littérature. C'est vrai qu'on connaît beaucoup moins bien aujourd'hui les romanciers allemands, par exemple, en France. On connaît moins bien les romanciers français en Allemagne. C'est peut-être aussi la langue, apprendre la langue de l'autre, ça devient un peu plus difficile. Et bien sûr, l'apprentissage de la langue qui a diminué dans les deux pays. En France, c'est très clair. L'allemand était, sauf en Alsace et en Moselle, souvent la première langue apprise par les enfants. Aujourd'hui, et alors que dans le reste de la France, c'était plutôt l'anglais et l'allemand venait en deuxième position. Il est très clair qu'aujourd'hui, l'espagnol a pris le pas sur l'allemand. Monsieur Giuliani. Peut-être un mot. Oui. Allez-y. Allez-y, Madame Sander. Juste pour compléter. C'est vrai qu'on est ici dans une région frontalière, à Strasbourg, en Alsace, et on avait ces dernières années
un système qui s'est développé, qui est l'apprentissage transfrontalier. Et sur ce cas précis, par exemple, qui était quelque chose de très concret, de très pragmatique, donc c'est très souvent des jeunes Alsaciens en formation ici qui faisaient leur stage dans des entreprises allemandes, eh bien là-dessus, par exemple, on recule et c'est très triste parce que les gens restent mobilisés. Il y a une volonté des jeunes et des familles d'aller se former et de faire ces stages côté allemand, mais avec la réforme de l'apprentissage en France et le changement du cadre réglementaire, eh bien, c'est très compliqué et ce qui fait que cet apprentissage transfrontalier aujourd'hui est en recul total. Donc ce sont aussi des mesures qu'il faut soutenir et là je dirais c'est vraiment les relations bilatérales entre les États membres qui doivent être favorisées. On ne peut qu'être d'accord là-dessus ici. Monsieur Giuliani, quelle est votre opinion sur cela ? Moi, je voudrais prolonger et donner mon accord à ce que viennent de dire Anne Sander et Christian Lequesne. Oui, Anne Sander a totalement raison, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on progressera en donnant l'exemple. Et on aurait entre la France et l'Allemagne une sorte d'Erasmus franco-allemand de l'apprentissage. Je suis sûr que ça intéresserait beaucoup d'autres partenaires. Et en plus, ce serait vraiment quelque chose de très concret pour nos jeunes. Et ça, on n'a pas besoin d'en parler à 27, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut, c'est rester ouvert aux coopérations européennes, et le faire. Et c'est totalement utile et nécessaire dans les régions frontalières encore plus. Et Christian Lequesne parlait tout à l'heure d'élargir aussi le cadre de la coopération. Je crois qu'à l'origine du traité de l'Élysée, ce qui était le plus original, c'était une coopération qui n'était pas seulement diplomatique, qui n'était pas seulement économique, mais qui voulait engager un rapprochement des peuples. Et l'Office franco-allemand de la jeunesse, c'était ça l'idée. Les jumelages, c'était ça. Dans les traités d'aujourd'hui, on voit la même volonté, mais, comment dirais-je, moins concrète, moins pratique. Je prends un exemple. Je suis administrateur de Arte, tant au GIE qui siège à Strasbourg que Arte France. Nous avons, avec nos partenaires allemands, acquis un degré de confiance tel que nous sommes aujourd'hui capables, grâce d'ailleurs à des prolongements européens, d'étendre la diffusion de la chaîne Arte un peu partout en Europe. Et le Parlement européen nous aide à traduire un certain nombre d'émissions en polonais, là où il y a des problèmes avec les médias, en italien, en anglais, bien sûr, et dans 6 langues. Eh bien, je pense que la coopération culturelle, notamment entre la France et l'Allemagne, devrait être renforcée comme une priorité, car nous avons des systèmes différents, des cultures différentes, mais finalement, à l'échelle du monde, ce ne sont que des nuances. Et ça, les jeunes le savent mieux que nos générations. Et il faut leur permettre de le découvrir, leur permettre de faire des études. Moi, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre vous, d'avoir mon fils qui a fini ses études à Berlin après les avoir commencées à Paris. Ces gamins, ils ont une autre vision du monde et une vision de l'Europe beaucoup plus fluide que tout ce qu'on pourrait avoir sur le plan diplomatique ou politique. Merci. Je vais revenir un peu au plan, parce qu'il y a un certain nombre d'aspects techniques en l'état des discussions qui m'intéressent. Le premier de ces aspects techniques, c'est le rabais. On a parlé de ces fameux rabais accordés à un certain nombre de pays. Je pensais naïvement ne plus voir de rabais avec le départ des Britanniques, parce que c'est eux qui étaient champions hors catégorie de ces rabais négociés avec Bruxelles, et voilà que les rabais reviennent. Et en plus, quand on regarde un peu ce qui est pour l'instant dans la discussion, c'est pas encore figé, 10 milliards d'euros de rabais, les 4 frugaux se sont quand même réservés à peu près le tiers de ces rabais, ce qui veut dire automatiquement une augmentation de la contribution d'autres États dans ce plan pluriannuel de financement des communautés. Quand on regarde un peu cela, la part allemande, elle n'augmentera pas. Mais la part française, on sait qu'elle va augmenter si c'est maintenu en l'état.
Et en plus, je regarde après, je suis un peu technique là, je regarde après la redistribution, je vois par exemple qu'un État comme l'Italie va grosso modo toucher le double de ce que devrait toucher la France, et je me pose la question, est-ce que l'écart de niveau de vie est si conséquent entre la France et l'Italie pour que l'un touche le double de l'autre? Ça pose quand même un problème, ce plan, qui est un problème fondamental de solidarité. Où elle s'exprime? Comment se manifeste-t-elle? J'ai envie de vous lancer cette question sur cette technicité à partir du rabais et de la répartition de ce qui est prévu à destination des différents pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un réel problème de solidarité européenne, Madame Sander, puisque vous devez vous exprimer au Parlement prochainement peut-être là-dessus? Sur les rabais, bien évidemment. Alors, effectivement, c'est problématique. Ça va être difficile à expliquer dans les différents États membres, et il ne vous aura pas échappé que je ne fais pas partie de la famille politique française qui a négocié le budget et les rabais. Et je dois dire effectivement que nous, les Républicains, nous sommes critiques vis-à-vis de ces rabais qui ont été acceptés et accordés, et pensons que la négociation aurait dû se faire différemment. Sur le plan de relance, là évidemment, la clé de répartition tiendra compte, parce que les rabais, c'est le budget. Et là, sur le plan de relance, la répartition tiendra compte des difficultés rencontrées par les différents États membres. Alors évidemment, c'est l'Italie et l'Espagne qui en seront les principaux bénéficiaires. La France, pour sa part, doit toucher 40 milliards d'euros dans ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, en même temps, la France communique sur son plan de relance national, sur les 100 milliards. Alors, j'espère qu'on parlera aussi des 40% venant de financement européen dans ce plan de relance français. Jean-Dominique Giuliani, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du problème que je viens de soulever? Moi, je le regrette, évidemment. Je regrette que les rabais demeurent, etc. Pour moi, ça suscite une réflexion un peu plus large que je vous soumets avec beaucoup d'humilité aussi. Quand on examine l'histoire de l'Union européenne, on s'aperçoit que toutes les grandes avancées, elles ont été faites lorsque finalement, autour de la table, tous les États membres trouvaient plus d'avantages à donner leur accord qu'à ne pas le donner. Et donc, ça veut dire que dans une négociation, il faut que tout le monde s'y retrouve. Je dis ça parce que on entend souvent dire, par exemple, la politique étrangère, il faut passer à la majorité. C'est pas vrai, ça ne marchera jamais. Il suffit qu'un État ne soit pas d'accord, il quittera l'Union européenne si on met la politique étrangère à la majorité. Et donc, il faut faire comme Monnet et Schuman ont fait à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut forcer un peu la porte, mais il faut apporter quelque chose de plus à chacun. Alors ça peut ne pas être la même chose, mais il faut que chacun trouve dans son engagement européen une satisfaction, et pas seulement pour son opinion publique, ça peut être pour son économie, ça peut être pour son agriculture, ça peut être, comme le président Macron, pour ses convictions européennes aussi. Il est prêt à payer plus et l'assumer devant l'opinion parce qu'il dit le juste retour, ça doit être terminé. Bon, vous voyez, c'est une réflexion plus générale. Je ne réponds pas à votre question, mais je me pose la question de savoir comment on va faire en sorte que dans les négociations futures, celle-là est exemplaire, on ne se retrouve pas avec plus et plus de rabais. Il faut trouver d'autres éléments de satisfaction pour les partenaires avec qui on négocie. Alors, ça peut être, on va être plus exemplaire pour gérer notre dette, ça peut être, on va se réformer un peu plus, ça peut être, on va peut-être faire quelque chose pour la collectivité européenne.
matière de sécurité, en matière de protection civile. Voilà. Il faut qu'on raisonne un peu différemment et certainement pas en fonction du juste retour. Pour ne rien vous cacher, le gouvernement français, je le comprends, et il a des électeurs aussi, il dit 40% de mon plan va être financé par l'Europe. Je trouve ça pas très digne. Vous voyez. Donc voilà, je sais bien qu'on a des électeurs, des contribuables, mais on a aussi à sauver le continent européen et son économie dans un contexte international où on n'a pas trop de temps à perdre. Je passe la balle à Christian Lequesne, parce que cette question du rabais, j'espère que ça ne va pas provoquer d'autres sorties, puisqu'il y a eu le rabais britannique suivi de la sortie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian, de tout ce qui s'est joué là en termes de solidarité européenne sur les 3-4 derniers mois? Je pense d'abord que, comme l'a très bien dit Jean-Dominique, dans une négociation politique, il y a rarement des critères objectifs, puisque une négociation politique, par définition, elle doit aboutir à ce que chacun s'y retrouve ou a l'impression de s'y retrouver sans perdre la face. Et c'est la raison pour laquelle une négociation politique est parfois complètement décalé par rapport à la notion de solidarité. L'exemple que Sylvain Schirman a donné de la différence franco-italienne, de ce point de vue, est tout à fait exemplaire. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres sorties? Pour l'instant, je ne vois pas de pays qui prennent ce chemin, tout simplement parce que les pays qui sont gouvernés par des majorités très eurosceptiques ou des partis très eurosceptiques, comme aujourd'hui par exemple la Hongrie, la Pologne, ont une majorité d'abord de leur société favorable au fait de rester dans l'Union européenne, et ça c'est quand même une grande différence avec l'opinion publique britannique, et deuxièmement profite beaucoup des fonds de l'Union européenne. Donc si on a une approche même simplement en termes d'intérêt rationnel, ce n'est absolument pas dans leur intérêt. Donc je ne crois pas qu'à court terme il y ait une sorte d'effet boule de neige du Brexit. Une question sur le même thème pour Martine Koopman. Elle est à 3 niveaux. Comment d'abord dans l'opinion publique allemande on a vu toute cette discussion autour du plan de relance européen. Est-ce qu'elle se fracture là-dessus? Est-ce qu'elle dégage un consensus? Comment vous analysez ce plan et la réalité allemande aujourd'hui? Et puisqu'on est à la veille d'élections, puisqu'en Allemagne, elles vont venir plus tôt qu'en France, c'est d'ici 1 an, quasiment. Est-ce que Merkel ayant annoncé qu'elle ne se représentait plus, bon, après, on peut toujours, en fonction de la réalité politique, continuer, c'est un autre problème. Est-ce que vous voyez quelqu'un reprendre ce flambeau et cette direction? Ça, vraiment, ce sont peut-être 3 questions dans une seule. Mais je dirais d'un côté, ce plan de relance et la position allemande là-dedans n'a peut-être pas été tellement une surprise qu'on peut le penser, puisque en fait, quand on regarde la politique allemande depuis, je dirais, 2008-2009, depuis la crise financière en Europe, on voit un certain développement, une certaine ouverture de cette politique. On voit la discussion, on a eu la discussion sur l'image allemande en Grèce, par exemple, la discussion sur l'avenir de la Grèce dans le contexte de la crise des dettes, et cela a laissé bien sûr des traces aussi dans le débat allemand sur la propre place et la propre, comment dirais-je, le propre image en Europe dans ce contexte. Donc, il y a eu toujours un débat sur ces questions-là entre sociodémocrates, par exemple, entre les Verts d'un côté et les chrétiens démocrates de l'autre. Et on a vu au cours de ces années, je dirais, le débat pas basculer, mais se diriger dans une direction qui, à la fin,
pour moi, mener presque automatiquement à cette alliance franco-allemande en mai de cette année. Donc, ça n'a pas été tellement une surprise. En même temps, il faut dire que ce n'est pas une affaire jouée. Vous avez mentionné à juste titre, en fait, les élections qui vont venir l'année prochaine. Il faut garder en tête que Angela Merkel, elle arrive à la fin de son mandat et elle a dirigé, je dirais, son propre parti, le CDU, au centre du spectre politique allemand. Aussi, elle a eu bien sûr des débats internes dans son propre parti. On dit que Angela Merkel est peut-être la chancelière la plus social-démocrate du CDU depuis longtemps. Donc, vous voyez, c'est pas une chancelière chrétienne-démocrate qui a dirigé tout le parti, tous les conservateurs de l'Allemagne dans une certaine direction. Donc, ça reste bien sûr une question ouverte et les candidats qui se présenteront déjà à la fin de cette année, en décembre, pour la succession de la présidence du CDU. Ce sera déjà une première, je dirais, une première décision importante qui montrera le chemin à suivre à l'avenir, puisque si c'est quelqu'un comme Friedrich Merz de l'aile plutôt conservateur du CDU d'un côté, ou Armin Laschet qui serait peut-être un successeur naturel de la chancelière, ça aurait des conséquences pour les élections fédérales de l'année prochaine. Et je n'ai pas mentionné pour l'instant la difficulté de créer une nouvelle coalition après les prochaines élections, puisque vous savez très bien que le système politique allemand est en plein changement, avec les sociodémocrates qui perdent de terrain, mais énormément, avec un AfD qui vient s'implanter dans le système politique pour y rester, à mon avis. Donc ça change énormément et les prognoses, les pronostics pour ces élections sont extrêmement difficiles. Si vous permettez encore une phrase à la fin pour ce qui concerne la solidarité, puisque je pense que c'est un sujet vraiment extrêmement important. Je vais parler des rabais, mais quand on regarde en fait tous les débats qu'on a eus, je dirais depuis des années maintenant, sur la solidarité européenne, soit dans le contexte financier, soit dans le contexte de la migration, soit vu du côté polonais par exemple en ce qui concerne la sécurité extérieure de l'Union européenne. Donc on voit que tous les acteurs, tous les pays différents, tous les États membres différents de l'Union européenne ont des imaginations très différentes ce qu'ils entendent par solidarité. Donc, ils réclament tous la solidarité, mais est-ce qu'ils sont prêts à la donner? Donc, c'est une affaire qui est extrêmement difficile et on constate dans le contexte du Covid-19, mais aussi plus général, que nous partageons peut-être pas la même vision de l'avenir de l'Union européenne, donc soit une vraie communauté, soit une union à 27 pays membres différents. Donc la solidarité, c'est pas un sens unique, il faut toujours penser à il faut donner et recevoir en même temps, et c'est un problème qui va nous accompagner encore à l'avenir. C'est un match de rugby, donner et recevoir en même temps. Ferme ma parenthèse. Pour les Français amateurs de rugby, ils se reconnaîtront. Je passe la parole à Birte Wassenberg. Juste un mot. Nous permettons à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent de poser des questions. On attend un moment. Et donc, voilà les premières questions qui nous arrivent. Oui, je vais y venir, mais je tiens quand même à revenir un petit moment sur le traité franco-allemand, le traité de l'amitié. Monsieur Giuliani, vous en avez parlé. Il y a eu à nouveau à Aix-la-Chapelle, à Aachen, signé le 22 janvier 2019, qui a proposé beaucoup de choses. Je vais juste citer 3. Une assemblée franco-allemande qui se met en place, un conseil franco-allemand de la défense, et une coopération au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'en est-il de ces propositions, presque 2 ans, pas tout à fait, après la signature de ce traité? Moi, je peux vous dire que l'Assemblée franco-allemande, elle s'est déjà réunie tous les 6 mois. Elle s'est réunie, je crois, hier encore, évidemment de manière virtuelle. Et on peut faire confiance au président Schäuble et à son homologue français pour
faire en sorte que les débats soient animés. Elle travaille sur plusieurs projets précis, un code franco-allemand des affaires, qu'elle relance franco-allemande dans le domaine de la défense et des équipements de défense. Et vous pourriez demander à quelques parlementaires alsaciens qui y siègent d'ailleurs de venir vous expliquer cela en détail. Ça marche. Il y a d'autres choses aussi dans le traité. Je ne veux pas faire de fixation, mais les chefs d'État et de gouvernement français et allemands ont souhaité aussi la mise en place d'un système audiovisuel européen à partir du franco-allemand. Et donc, évidemment, avec Arte, on suit ça de très près parce que on voudrait participer à ce développement. C'est très important pour rapprocher les sociétés, pour le sentiment d'appartenance européen. Et donc, non, ce traité n'a pas été vain. En plus, la dimension symbolique de le rappeler à ce moment-là me paraît tout à fait importante. Alors, évidemment, le dernier point qui tient beaucoup au cœur de l'Allemagne, et la France est solidaire sans l'être, c'est la réforme de l'ONU. Mais là, comment vous dire, on n'est pas tout seul à discuter et on sait très bien que c'est très difficile. On aimerait bien, nous Français, que la France soit aussi au Conseil de sécurité de manière permanente. Mais là encore, c'est notre conversation de tout à l'heure. Quand certains politiciens allemands disent qu'il faut que la France partage son siège, c'est pas la méthode, n'est-ce pas ? On veut bien que l'Allemagne y accède, la France fait tout. Je crois que les coopérations sont très étroites en matière de politique étrangère, mais il ne faut pas enlever quelque chose à un acteur pour le donner à un autre, sinon l'Europe n'avancera plus jamais. Donc voilà, il faut qu'ensemble on trouve quelque chose, et une réforme de l'ONU qui tienne compte de ce qu'est le 21e siècle et serait tout à fait justifiée. Je crois que la France, l'Allemagne et même le Royaume-Uni poussent en ce sens, parce que sur le plan des principes, c'est quelque chose que nous voulons. Donc, juste un mot pour revenir à notre discussion sur la solidarité. Nous avons publié à la Fondation Robert Schuman, il y a 3 semaines, le texte d'un Espagnol qui nous a proposé un texte sur la dimension morale de la solidarité européenne et qui va complètement à l'encontre des représentations que nos peuples ont de la solidarité. Si vous posez la question à un Allemand, il va dire « c'est toujours nous qui payons ». Eh bien, cet auteur espagnol explique que les Italiens sont parmi ceux qui contribuent le plus par tête d'habitant au budget européen, par tête d'habitant, que leur budget est excédentaire depuis un grand nombre d'années, etc., etc. Et donc, il faut, pour être solidaire, c'est là qu'il faut être moraux et moral. Il ne faut pas être moral pour donner des leçons. Il faut être moral en termes de solidarité, et c'est un peu ce que la France et l'Allemagne ont introduit dans ce plan de relance qui, c'est vrai, est déséquilibré au profit de l'Italie, au profit de l'Espagne, qui ont été les plus gravement touchés par la crise sanitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La solidarité au sein de l'Union européenne, on a beaucoup de progrès à faire, mais quand même, elle existe déjà. Merci. Monsieur Lequesne, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau traité d'Aix-en-Chapelle? Vous nous entendez toujours? Oui, je vous entends bien. Je pense que effectivement, il y avait besoin d'abord de mettre un peu à jour les dispositions du traité de 1963, puisque bon, les choses ont quand même évolué dans les 2 pays, les 2 sociétés en 60 ans, ou plus de 50 ans. Et je crois que ce qui a été mis en place, les institutions, fonctionnent, mais au-delà de tous ces mécanismes institutionnels, ce qui est important, c'est aussi la portée symbolique. Voilà, à partir du moment où vous avez un traité bilatéral comme celui-ci, ça veut dire que vous avez une caution de la part des chefs d'État et de gouvernement du fait que les relations sont des relations
capable de s'extraire un peu du formalisme diplomatique. Et ça, je crois que c'est une des grandes caractéristiques de la relation franco-allemande. C'est-à-dire que grâce à cette confiance, qui symboliquement donc est marquée par l'existence de ces traités, on est capable quand même de mettre sur la table les problèmes quand on a des divergences pour aller vers un compromis. Voilà. Et dans le fond, si vous prenez les autres relations bilatérales ou un peu plus que ça, entre groupes de pays au sein de l'Union européenne, vous n'avez pas véritablement d'équivalent. Si vous prenez par exemple les pays de Visegrad, les 4 pays d'Europe centrale, ils sont incapables, grâce à leurs relations, de trouver des compromis quand ils sont sur des positions divergentes. Ils ne peuvent agir que s'ils ont des positions de départ identiques. Voilà. Et ce n'est pas du tout comme ça pour la relation franco-allemande. La relation franco-allemande, c'est un système pacifique de gestion de conflits. Merci. Madame Sander, je vais prendre une question du chat qui va peut-être vous faire sourire. Pourquoi pas augmenter le nombre de députés européens d'origine française et allemande dans le Parlement européen pour mieux faire fonctionner l'Europe? C'est une excellente idée. Ça fera peut-être plus de monde aussi au Parlement à Strasbourg ou qui viendrait en soutien à Strasbourg. Je voudrais rebondir sur 2 éléments et puis peut-être intervenir sur les députés français et allemands. Peut-être simplement revenir très rapidement sur la question de la solidarité. Je crois que cette question, elle a beaucoup évolué dans le temps ces derniers mois. Évidemment, tout le processus de l'Union européenne repose sur ce principe de solidarité. Et l'idée, c'est de dire je mets 1 euro, mais je ne vais pas récupérer exactement dans le même domaine mon euro. C'est vraiment des pays qui sont solidaires. Mais je dois dire aussi que jusqu'à la crise du Covid, quand on parlait de solidarité, en tout cas au Parlement européen, notamment avec nos collègues allemands, mais pas seulement avec les collègues allemands, eh bien, généralement, un certain nombre de collègues accolé le mot de responsabilité. La solidarité fonctionne avec la responsabilité et c'était aussi l'occasion de montrer du doigt un certain nombre d'États membres qui n'avançaient pas suffisamment vite et qui n'étaient pas suffisamment respectueux des engagements, en particulier des engagements en termes de respect du déficit, de respect de la dette. Moi, je me souviens dans le mandat précédent des discussions que nous avons eues pour aller plus loin, par exemple sur l'union bancaire ou de manière plus générale sur l'union économique et monétaire, et certains collègues qui ne voulaient pas avancer sur cette solidarité européenne parce qu'ils considéraient qu'au niveau européen, venant de certains États membres, il n'y avait pas suffisamment de responsabilité. Donc je dois dire que la crise du Covid a sans doute pour un temps permis de dépasser ces clivages et conduit les États membres à être plus solidaires. Un mot sur le traité franco-allemand. Alors évidemment, nous nous réjouissons tous de cette initiative et de toutes les décisions qui seront prises dans ce cadre. J'ai moi-même eu l'occasion d'accueillir au Parlement européen l'Assemblée franco-allemande avec les ministres de la Défense en début d'année. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je dois dire aussi, et ce ne sont pas les Alsaciens qui sont là, M. Schirman, Mme Basenberg, qui me contrediront. Ici, sur le terrain, en Alsace, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce traité franco-allemand, notamment pour apporter des réponses à des problèmes très concrets que nous connaissons aujourd'hui dans les relations franco-allemandes du quotidien. Je pourrais citer par exemple le domaine des transports, parce qu'il y a des projets qui ont été adossés à ce traité franco-allemand et on aimerait bien que les choses avance un peu plus vite, je dois le dire, parce qu'il y a un énorme élan qui a été suscité et c'est vrai que derrière, on n'a pas forcément les décisions de manière très concrète. Et puis, sur les députés franco-allemands, plus de députés français,
plus de députés allemands. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Je dois dire qu'au Parlement européen, nous avons... alors, sans doute, les députés, là aussi, de la région frontalière, nous avons des affinités particulières parce que nous vivons dans cet espace transfrontalier. Finalement, ce qu'on vit ici, c'est une mini-Europe. Je le dis souvent, c'est un petit laboratoire européen. Nous avons de belles opportunités de coopération qui sont des exemples pour toute l'Europe. Mais nous voyons aussi, de manière générale, de manière très concrète, les freins à la coopération transfrontalière qui sont des freins, souvent, dans toute l'Europe. Et voilà, donc je crois que les relations privilégiées entre les députés des régions frontalières, alors bien sûr on parle de la France et de l'Allemagne ici, donc c'est le cas ici, mais dans d'autres parties de l'Europe, c'est aussi quelque chose de très très positif et qui finalement permet d'avancer et parfois de débloquer certaines situations. Merci. Herr Koopmann, une question de la salle pour vous. Vous avez parlé des universités tout à l'heure, et donc la question est, est-ce que l'université franco-allemande peut permettre à approfondir les relations franco-allemandes ? Vous entendez ? Oui. Oui, bien sûr, je vous ai bien entendu. Oui, bien sûr, écoutez, l'université franco-allemande n'est pas, c'est pas une nouvelle chose, et ce n'est pas une université proprement dite. C'est un instrument pour soutenir les relations dans la recherche entre la France et l'Allemagne, et surtout aussi dans la formation des étudiants. Et bien sûr, ça fait partie de, en fait, tous ces instruments comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse et d'autres, les relations entre les villes et les communes qui font vivre en fait les deux, ou la coopération entre les deux sociétés civiles de la France et de l'Allemagne. C'est devenu un instrument extrêmement important, et quand on regarde en fait toute la liste des cursus franco-allemands qui sont financés et soutenus par l'université franco-allemande, c'est extrêmement important, et c'est sans exemple, je dirais, dans l'Europe et dans le monde. Donc c'est un vrai exemple, je dirais, de rapprochement entre la France et l'Allemagne dans la recherche et dans la formation entre les étudiants. Mais ce n'est pas nouveau, ça existe depuis un certain temps. Et le traité d'Aix-la-Chapelle ne fait que renforcer en fait la coopération entre les deux pays dans ce secteur-là. Je dirais la chose qui est peut-être la plus importante dans le contexte du traité d'Aix-la-Chapelle, ce n'est pas le traité lui-même, c'est effectivement la coopération entre les parlementaires. Je pense que c'est un vrai pas en avant entre la France et l'Allemagne, puisque donner la voix, je dirais, à ceux qui sont élus du côté des citoyens, donc de rendre la relation franco-allemande moins exécutive et plus parlementaire. Je pense que c'est un bon complément pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour les relations entre les sociétés civiles, les complémenter dans un certain sens par un rapprochement entre les parlements, c'est une bonne chose, tout à fait. Pour prendre la suite, je reviens au plan de nouveau avec une série de questions, ou du moins un thème, c'est celui de la conditionnalité. Ma question, elle est très simple. Est-ce qu'il faut une conditionnalité quand on fait un plan comme le plan de relance européen avec une distribution de subventions et de prêts ou de dettes mutualisées? Parce que en conditionnant cela au respect de l'état de droit, est-ce qu'on ne se crée pas de problèmes supplémentaires? En principe, tous les États membres de l'Union européenne sont des États de droit. Critères de Copenhague. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, quand on a accordé une espèce de droit de regard aux États frugaux, en disant qu'en fait, le Conseil pouvait regarder les plans de relance nationaux à la majorité qualifiée, si mes souvenirs sont encore bons,
ou alors si l'un des États saisissait le Conseil européen au niveau de l'utilisation de ces fonds, est-ce qu'on ne se prépare pas un certain nombre de bombes à retardement, entre guillemets, avec cette conditionnalité? Christian Lequen, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il y a deux types de conditionnalité. C'est-à-dire que la conditionnalité, c'est pas seulement la conditionnalité démocratique, c'est aussi la conditionnalité dans l'utilisation des fonds. C'est-à-dire quel type de projets vont en priorité pouvoir bénéficier des aides du plan de relance. Et il me semble quand même assez normal qu'on introduise des critères objectifs sur le fait que cet argent aille vers des secteurs qui soient des secteurs importants pour l'avenir. Je pense bien sûr à l'économie numérique, je pense au solaire, je pense à l'environnement. Je crois qu'il va falloir quand même éviter qu'il y ait un saupoudrage, parce que si on arrive à la conclusion que finalement il n'y a eu aucun contrôle dans l'utilisation de ces fonds, là on va avoir à nouveau une réaction des opinions publiques allemandes, néerlandaises, etc., qui étaient moins que chaudes pour suivre, disons, la position de compromis prise par leur gouvernement. Et puis, la question de la conditionnalité démocratique, je crois qu'il ne faut pas la négliger non plus. Sylvain Schirman disait tous les États de l'Union européenne sont des États de droit. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Je n'en suis pas certain du tout. Regardez la question de l'indépendance de la presse en Hongrie, regardez la question de la nomination des juges en Pologne. Je ne crois pas que les mesures qui ont été prises respectivement par Fidesz et PiS, les deux partis au pouvoir, correspondent aux attentes démocratiques de l'Union européenne. Donc ça, c'est quand même un vrai problème, parce que ces pays sont à l'intérieur de l'Union européenne et font une espèce d'intox. Il faut lire les discours de Orban. Il y en a un qui vient d'être publié dans un quotidien proche du pouvoir à Budapest qui s'appelle Magyar Nemzet, qui est diffusé d'ailleurs régulièrement maintenant en version traduite par l'ambassade de Hongrie à Paris. C'est l'ambassade de Hongrie à Paris maintenant, ce qu'elle fait essentiellement, c'est diffuser des traductions des textes de Monsieur Orban. Vous savez, c'est comme l'ambassade de Roumanie avant 1989 qui diffusait la pensée du génie des Carpates. Voilà ce que fait l'ambassadeur de Hongrie maintenant à Paris. C'est d'une tristesse incroyable. Mais il faut lire ce texte, il faut lire la brutalité, voir la vulgarité dans la forme. On parle des estomacs allemands, on parle des libéraux gogos. Et surtout, ça c'est une question aussi pour Madame Sander, on parle du groupe PPE qu'on veut débarrasser totalement de ces éléments libéraux pour en faire un groupe conservateur, parce que la démocratie chrétienne n'a strictement rien à voir avec la démocratie libérale, etc. Donc tout ça, ce sont quand même des questions politiques qui, aujourd'hui, doivent nous interroger. En fait, ma question, c'est pas pour dire que tous les États sont encore des États de droit, c'est juste une interrogation. Mais ma réflexion, elle porte aussi sur ce qui s'est passé les dernières années. Je veux dire, on a vu dans l'affaire des migrants ce que ces États pensaient et faisaient par rapport à un compromis élaboré dans un Conseil européen. Et donc, avec quel résultat à l'arrivée, quelles sanctions? Le problème ne date pas d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on met en avant ces formes de conditionnalité. Et je me posais aussi la question par rapport à d'autres dispositifs qui existaient vis-à-vis de ces États. Encore que, il fallait interroger, tout le monde se souvient de la réaction de Chirac à l'époque de la coalition autrichienne avec le FPE, où on a essayé de la mettre un peu en quarantaine.
l'interrogation est permise sur le résultat de cette politique à l'époque. Mais je passe la parole à Jean-Dominique Giuliani sur le même thème, sur cette conditionnalité, sur comment il voit ce problème, et puis ensuite sur le groupe PPE, on laissera à Madame Sander répondre ensuite. Voilà, oui, je crois que c'était surtout elle qui était questionnée. Non, je crois qu'il est normal qu'il y ait un rappel à l'ordre face à tous ces manquements qui parfois franchissent, et souvent de plus en plus, la ligne jaune acceptable des traités, de l'état de droit modèle européen. Christian Lequesne évoquait des propos tenus par les dirigeants hongrois ou polonais, ils sont absolument inacceptables dans la bouche d'un dirigeant européen. Et donc, il est normal qu'il y ait une réaction. Alors, la première réaction, c'est comme ce sont les grands profiteurs de la solidarité européenne, c'est d'essayer de conditionner cela à, disons, un peu plus de tenue, au moins dans la manière de conduire et leurs lois et leurs propos, n'est-ce pas? Parce que je suis très frappé par Orban, que j'ai connu, moi, jeune dissident anticommuniste, et que j'ai même soutenu à l'époque. Comment dirais-je? J'ai l'impression que il manque à ces dirigeants, volontairement ou involontairement, une profondeur historique et philosophique et que leurs peuples ont. Et du fait de leur histoire, du fait de leur culture, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu court dans l'expression qu'ils veulent donner et dans les attaques et les critiques de l'Union européenne. Et donc, il faut que l'Union réagisse collectivement. C'est un sujet pour le couple franco-allemand, parce que les Français sont généralement beaucoup plus durs que les Allemands. Parce que la théorie allemande, que Mme Merkel incarne très bien, n'est-ce pas, c'est que l'Europe, il ne faut pas marginaliser tel ou tel État, et il faut essayer d'avancer en commun, ce qu'elle fait d'ailleurs très bien. Les Français s'affranchiraient facilement et accepteraient volontiers un article 7 applicable à la Pologne ou à la Hongrie. Bon, et donc il va y avoir là, il faut qu'on ait une discussion franco-allemande très approfondie sur les objectifs qu'on recherche, la stratégie qu'on met en œuvre pour ne pas déliter l'Union, mais en même temps faire corriger la voie choisie par certains, qui est une voie dite illibérale, c'est-à-dire inacceptable pour l'Union européenne. Merci. Madame Sander, sur cette interpellation par rapport au groupe PPE. Puis après, je passerai à Martine Koopman. Écoutez, au niveau du groupe PPE, eh bien, nous aurons nos journées d'études dans quelques jours, à la mi-octobre, et ce sera l'occasion de débattre entre nous sur le projet politique, les valeurs, l'avenir du PPE, et je pense que c'est un sujet sans doute qui nous donnera l'occasion de traiter de toutes ces questions. Sur la conditionnalité, vous avez parlé d'objectifs, vous avez parlé de critères objectifs, et je crois que c'est très important qu'on mette le paquet sur le plan de relance pour financer des programmes d'avenir, des programmes qui font partie de la priorité de l'Union européenne, en particulier le numérique et la transition vers une économie plus décarbonée. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se tourne vers l'avenir et qu'on n'essaie pas de colmater le passé et de saupoudrer. Sur la conditionnalité en termes de valeurs européennes, je pense que c'est un sujet qui va être au cœur des discussions entre les États membres encore, parce que finalement dans l'accord qui a été trouvé, on évoque cette conditionnalité, mais elle n'est pas définie aujourd'hui. Et on a bien vu que les États membres avaient des définitions différentes. Dans les pays que vous avez cités, la Hongrie, la Pologne, on parle plutôt de la lutte contre la corruption, etc.
pour d'autres États membres, la définition sur le respect des valeurs est différente. Donc je pense que c'est quelque chose qui sera au cœur des discussions. Nous-mêmes au Parlement européen, nous nous interrogeons là-dessus en indiquant qu'il faut, parce que c'est un point important pour le Parlement, mais il faut aller plus loin dans la définition, et c'est ce qui pourrait aussi amener certains parlements nationaux à bloquer l'approbation du plan. Enfin, je crois qu'on ne peut pas réduire la discussion sur le respect de l'état de droit au niveau européen au cas de la Hongrie et au cas de la Pologne. Déjà, je pense que ce sont des situations différentes. Mais je voudrais soulever et souvent dans nos discussions et même dans les votes que nous avons au Parlement européen, les deux sont liés. C'est-à-dire que dans un même texte, dans un même paragraphe, vous avez la Pologne et la Hongrie, c'est différent. Et puis, je pense qu'on ne peut pas non plus passer sous silence un certain nombre de situations qui interrogent dans d'autres pays membres. On a par exemple Malte aujourd'hui, où il y a toute l'affaire dans laquelle sont impliqués des membres du gouvernement suite à l'assassinat d'une journaliste. Ça fait plusieurs années maintenant. L'Union européenne a enquêté. Nous avons nous-mêmes, j'ai participé à des auditions de ministres, mais beaucoup de questions restent en suspens. On a la question du système Babiš en République tchèque, là aussi, où beaucoup de choses sont verrouillées, où il y a de gros soupçons de corruption, notamment de financement européen, où les députés européens qui sont allés sur place n'ont pas eu accès aux données. Donc vous voyez, je suis d'accord avec vous quand vous dites que la question du respect des valeurs fondamentales, des règles, eh bien, peut se poser au niveau européen, mais je ne crois pas que ça se réduise à 2 États membres, et je crois qu'il faut qu'on ait une vision beaucoup plus large de ce qui se passe dans certains membres de l'Union. Merci. Je rebondis sur la remarque de Jean-Dominique Giuliani il y a un instant pour demander à Martin Koopman s'il partage cette vision, je mets les mots entre guillemets, d'une Allemagne plus laxiste vis-à-vis d'un certain nombre d'États d'Europe centrale et orientale qui sont parfois moins à cheval sur les principes de l'état des droits, et s'il trouve que la France est plus ferme, et comment à partir de là on peut imaginer une action conjointe franco-allemande pour faire respecter cet état de droit. Je ne sais pas si l'Allemagne en tant que telle a une position plus laxiste que d'autres pays vis-à-vis de la Pologne, de la Hongrie. Madame Sander a souligné à juste titre la diversité en fait des pays en question, et j'élargirais encore plus en disant que il ne s'agit pas uniquement des pays d'Europe centrale et orientale. On a eu un gouvernement en Italie qui a pris des mesures qui n'étaient pas très fortement liées, je dirais, avec les valeurs qu'on partage tous dans cette Union européenne. Je rappelle aussi un gouvernement autrichien qui avait une coalition avec le FPE, avec laquelle on partage, je pense, tous pas beaucoup de choses ici autour de la table numérique. Donc, il ne faut pas se tromper de l'ennemi en quelque sorte parfois. Et je dirais que les instruments qu'on a, oui, bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut parler de conditionnalité, c'est vrai. Mais est-ce que le jour venu, on serait prêt aussi à appliquer ces instruments quand il s'agit de pays qui nous sont peut-être géographiquement plus proches et qui sont des membres fondateurs même de cette Union européenne, et s'il ne s'agit plus de pays comme la Hongrie, de la Pologne. Donc ça, c'est une question à poser. Pour ce qui concerne la position de l'Allemagne, je ne sais pas. En fait, quand on regarde les faits, c'est un fait que depuis 2004, il y a eu bien sûr énormément, c'est-à-dire depuis l'élargissement à l'Est de l'Union européenne, il y a eu énormément d'efforts du côté allemand pour
en coopération avec la France pour faire de cette union élargie une seule union, une union vraiment unie. En même temps, on a eu un rapprochement énorme entre la France et l'Allemagne depuis. C'est-à-dire, on parlait du traité d'Aix-la-Chapelle, on a maintenant une proposition franco-allemande pour le fonds de relance. On voit dans les faits que la coopération entre la France et l'Allemagne n'a pas été et ne sera jamais remplacée par une autre coopération, une autre alliance, et même pas par un instrument comme le triangle de Weimar qui a une toute autre optique, je dirais, un tout autre objectif que le franco-allemand, si j'ose dire comme ça. Donc, non, je pense que ce n'est pas le cas. On n'a pas une autre vision en Allemagne de la réalité européenne, mais il est vrai que quand on raisonne peut-être plus en termes géostratégiques, géopolitiques, on comprend peut-être parfois un peu mieux les questions qui se posent autour de cet élargissement. On a des liens historiques, culturels, comme la France d'ailleurs aussi, mais d'une autre façon avec les pays d'Europe centrale et de l'Est. Ça, parfois, peut faire sembler qu'on a un positionnement différent, mais regardez les faits, on partage en fait toutes les coopérations au sein de cette Union européenne avec la France. Donc l'unité, je dirais, entre les deux pays est irremplaçable, et cela, ça fait toujours partie d'un common sense, si j'ose dire, dans la scène politique allemande. Voilà, je me permets peut-être juste de lancer une idée par rapport pour prolonger ce débat. Si l'un ou l'autre d'entre vous voudrait y répondre, c'est quand je vois État de droit, ça fait partie du trio des valeurs protégées par le Conseil de l'Europe. Et eux, ils ont des systèmes de monitoring ou des programmes de coopération avec l'Union européenne qui a une autre approche que la conditionnalité pour ramener les États membres, d'ailleurs les 47 États membres du Conseil de l'Europe, vers le respect de l'état de droit, des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, y a-t-il peut-être aussi une autre piste que la conditionnalité pour ramener les États membres de l'Union européenne ou même tous les États membres du Conseil de l'Europe au respect de ces valeurs fondamentales? Mais ma question, et là je commence avec Madame Sander parce que je sais qu'elle est une spécialiste aussi des affaires transfrontalières et de cet espace. Sur ce couple franco-allemand, nous avons ici, entre Strasbourg et Kiel, nous avons l'Eurodistrict, qui est aussi issu d'une initiative venant du traité d'Élysée, du 40e anniversaire. Et cet Eurodistrict, quand il y a eu la pandémie, il y a toutes les instances transfrontalières, on a observé ici dans la réaction des États par rapport à la pandémie, que les instances transfrontalières, dans un premier temps, étaient assez paralysées, n'arrivaient pas bien à réagir, et que c'était les États qui avaient repris la main, qui avaient fermé les frontières, d'ailleurs d'une manière d'abord assez non coordonnée et assez traumatisante pour la population transfrontalière. Et il y a eu ensuite des réactions de la part des collectivités territoriales qui ont inventé des nouvelles méthodes de gestion des groupes ad hoc. Mais ma question, c'est la suivante, c'est dans le traité d'Aix-la-Chapelle, il y a un article qui prévoit la participation de collectivités territoriales ou des instances transfrontalières, même de l'Eurodistrict, à des instances binationales, de coopération binationale. Est-ce que ça pourrait être à l'avenir une solution pour mieux coordonner les activités au niveau franco-allemand, local, régional, national, voire européen? Écoutez, en tout cas, je l'espère. La difficulté aujourd'hui, dans beaucoup de projets transfrontaliers, c'est la nécessité des acteurs locaux, des collectivités locales, quand elles veulent décider quelque chose, elles doivent, pour les Français, demander à Paris, et pour les Allemands, parfois aller à Berlin. Et c'est ce qui rend difficile souvent la coopération transfrontalière. C'est d'ailleurs un des premiers freins, c'est en tout cas ce que montrait l'étude réalisée par la Commission européenne il y a pas très longtemps. Ce sont ces freins administratifs
et réglementaire. Donc le fait d'associer les collectivités, de mettre dans la même instance les collectivités et les États, je pense que c'est quelque chose de très positif. Pour revenir à la crise que nous avons vécue, c'est vrai que ça a été très douloureuse. Et je pense que, alors dans l'esprit des gens, et je crois que ça a clairement marqué l'esprit des gens. Quand vous travaillez, quand vous rencontrez aujourd'hui les travailleurs frontaliers, enfin moi j'habite à moins de 10 km de la frontière, dans mon village, enfin, autour de moi, voilà, il y a beaucoup de travailleurs frontaliers. Les gens sont vraiment marqués par ce qu'ils ont vécu et il y a quand même une forme de ressentiment qui reste, d'inquiétude aussi, parce qu'on voit que la situation sanitaire ne s'améliore pas. Donc les gens ont peur d'une nouvelle fermeture des frontières et c'est assez dommage parce qu'on en oublie parfois la prise en charge des malades par nos amis allemands et suisses. Et tout ça finalement, pourquoi est-ce que ça a été possible, notamment la prise en charge des malades? Eh bien parce qu'il y avait déjà des relations amicales entre les élus, parce que les élus de part et d'autre du Rhin se connaissaient et c'est ce qui a en tout cas déclenché cette prise en charge et ces mesures si importantes. Je voudrais dire aussi que les frontières se sont fermées, les élus ne se sont pas informés, les administrations n'étaient pas informées, donc c'était un choc pour les citoyens mais aussi pour les élus, mais en même temps, après, toutes les initiatives demandant une réouverture des frontières, eh bien, ces initiatives, elles ont aussi été prises par les élus locaux. Donc, vous voyez, ces liens tissés au quotidien, c'est quand même ce qui permet aussi de faire bouger les choses. Et puis, dernier élément, la préfète de région réunit chaque semaine les parlementaires, et ce depuis le début de la crise, pour faire le point sur la situation liée à la crise du Covid. Et ce qui est très nouveau, c'est que nous faisons systématiquement un point sur les relations transfrontalières, mais je sais aussi que maintenant, eh bien, dans les instances décisionnelles françaises, les voisins allemands et suisses sont associés. Ça veut dire qu'ils sont informés au jour le jour de la situation sanitaire. Ce sont des partenaires avec qui on discute et avec qui on met en place des mesures, des actions pour surtout éviter une nouvelle fermeture des frontières. Donc il y a eu cette crise, mais à côté de ça, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives très positives et je pense qu'à terme, il peut y avoir un renforcement des relations transfrontalières. Donc il faudra tirer le positif de cette crise, même si dans le cœur et dans l'esprit des gens, eh bien, il va y avoir beaucoup de travail dans les semaines à venir. Oui, M. Giuliani, ça paraît peut-être loin pour vous, ces problèmes de réinfrontation. Il les connaît bien, je le sais. Pas du tout. Madame Sander, et je la connais bien, est une élue responsable. Moi, je ne suis pas élu. Et je peux vous dire combien j'ai été choqué par la fermeture des frontières. Je pense que s'il y a un nouveau traité de l'Élysée, d'Aix-la-Chapelle ou de Strasbourg, on devra s'engager par traité à ne pas fermer les frontières sans prévenir le partenaire. Et que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Pour les citoyens, c'est incompréhensible. Comment expliquer que ça fait 70 ans qu'on construit l'Europe et qu'on peut fermer le pont qui passe sur le Rhin? C'est inacceptable. Et donc, c'est inacceptable. Les gouvernements qui ont fait ça, on les connaît, ils ont eu tort, n'est-ce pas? Qu'ils soient régionaux, gouvernement du Land ou des Länder, ou qu'ils soient nationaux. On ne procède plus comme ça. Les virus ne s'arrêtent pas à la frontière. Ce n'est pas vrai. Il y a des clusters qui enjambent la frontière, qui sont régionaux, etc. On travaille en commun. J'espère, comme le dit Anne Sander, qu'on aura tiré des leçons de tout ça. Nous sommes en France gouvernés encore, comme à l'époque de Louis XI, de Napoléon et du général de Gaulle, par des gouverneurs. Heureusement, vous avez une préfète, je la connais, qui est formidable, à Strasbourg. Donc, elle fait de la concertation. Enfin, ça aussi,
Si vous voulez, c'est pas, on ne décrète pas à Paris qu'on va fermer, qu'on porte les masques au fin fond de la Corse ou de la Corrèze. Donc tout ça, c'est le passé. J'espère qu'on va en tirer les leçons ensemble. Et là, c'est pour ça que le couple franco-allemand a un grand avenir si on regarde ensemble ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter à nos concitoyens pour qu'ils sentent vraiment qu'ils appartiennent à une communauté avec ses différences, mais une communauté qui veut aller dans le même sens. Voilà. Je voulais dire ça parce que Anne Sander a tout à fait raison d'être modérée. Je suis extrêmement choqué de ce qui s'est passé comme Européen, bien sûr. Oui. Monsieur Lequesne, vous vouliez aussi intervenir là-dessus? Je partage totalement ce qui vient d'être dit et je trouve que ce qui est intéressant et à la fois, disons, rassurant, c'est la réaction des citoyens. C'est-à-dire que le fait que les citoyens soient choqués montre que pour eux, la libre circulation, c'est devenu une valeur normale de leur existence, de leur vie. Et je le dis d'autant plus que moi, je suis né d'un père français et d'une mère allemande, et j'avais l'habitude, enfant, de passer le pont de Kehl. Et je me rappelle très bien, dans les années 60, ce qu'étaient les contrôles. Le douanier nous disait « Ah, vous avez une boîte de chocolat, mon Dieu, une boîte de chocolat, il va falloir la déclarer, etc. » Tout ça nous paraît à des années-lumière. Et c'est un grand acquis. Et je trouve aussi très important que Madame Sander ait insisté sur la solidarité des hôpitaux. Il y a eu énormément de patients français, en particulier de votre région, qui ont été soignés dans les hôpitaux allemands. C'est le cas aussi, d'ailleurs, de patients italiens du nord de l'Italie qui ont été soignés dans des hôpitaux de Provence-Côte d'Azur. Et là, ça va contre cette idée que la gestion du Covid, finalement, n'a été que égoïsme national. Non, ça n'est pas complètement aussi simple que cela. Monsieur Koopman, quelle est votre opinion sur les conséquences de cette crise sur la relation franco-allemande? J'allais ajouter encore peut-être une phrase sur le transfrontalier, puisque on parlait, bien sûr, c'est un débat franco-allemand de la frontière franco-allemande, mais je peux vous dire que les mêmes problèmes, on les a eus sur la frontière germano-polonaise. Donc il y a une fermeture de la même frontière, et peut-être que c'était un signe positif que les réactions ont été plus ou moins les mêmes que sur la frontière franco-allemande. En franco-allemand, on a des décennies d'expériences de coopération et de rapprochement. Dans le germano-polonais, ce n'est pas le cas. On a quelques années en moins, je dirais, de rapprochement, mais quand même, la réaction des citoyens des deux côtés de la frontière était plus ou moins la même. Donc ça, c'est un signe qui peut donner de l'espoir, je dirais, puisque ça montre que malgré tous les problèmes qu'on a de rapprochement entre l'Est et l'Ouest dans cette Union européenne, on parlait des questions de droit, etc., il y a apparemment un rapprochement des citoyens qui a lieu depuis quelques années et qui porte aussi ce projet européen bien au-delà du franco-allemand. Je vais vous donner le mot de la fin d'ici 30 secondes en faisant juste une remarque, peut-être que vous pourrez la commenter. Par rapport à la relance des années 80, on avait un couple franco-allemand, Kohl-Mitterrand, mais on oubliait souvent le troisième, un trinôme avec Jacques Delors. Delors avait l'oreille de Kohl et de Mitterrand. Et aujourd'hui, peut-être que la conjoncture est revenue, puisqu'on a un binôme franco-allemand, Macron-Merkel, qui se parle, mais on n'a pas parlé de Madame van der Leyen. Il se trouve qu'elle a aussi l'oreille, me semble-t-il, des deux. Est-ce que ce trinôme, c'est pas la meilleure garantie peut-être pour le plan de relance? À vous de juger en prenant chacun une minute pour le mot de la fin. Anne Sander, je commence par vous. Oui, alors moi je garde mon enthousiasme. Vous me permettrez d'être un tout petit peu plus critique sur la vision du couple franco-allemand. En tout cas, je suis... parce que vous voyez, on a parlé du plan de relance, mais on aurait pu évoquer de nombreux autres sujets sur lesquels on n'est pas forcément en phase. Si on prend la crise entre la Grèce et la Turquie, par exemple, voilà, donc
y a d'autres sujets sur lesquels on est moins en phase, ou en tout cas la France, M. Macron et Mme Merkel sont moins en phase. Néanmoins, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je garde ma foi dans le couple franco-allemand de manière générale, et surtout sur la nécessité d'avoir un couple franco-allemand qui soit moteur. Je crois que c'est essentiel au niveau européen. Alors, bien évidemment, ce couple franco-allemand, il n'est pas exclusif, il faut emmener les autres États membres avec eux, mais il est essentiel et je reste convaincue, en tout cas l'élu de terrain que je suis, reste convaincue de tout ce que les régions frontalières, alors ici franco-allemandes, mais ailleurs aussi, en Europe, peuvent apporter en termes d'exemples, de construction et d'essence à ce moteur franco-allemand. Donc voilà, je garde vraiment mon enthousiasme et ma confiance, et dans le couple franco-allemand, et surtout dans le futur de l'Union européenne. Merci. Jean-Dominique Giuliani. Ben oui, moi aussi, évidemment. Je crois qu'il faut méditer une phrase, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit ce n'est pas 3 nuits de négociation, ce plan de relance. C'est 60 ans de pratique, de coopération à tous les niveaux, politiques, administratifs, régionaux, locaux. Et c'est aussi, pour lui, c'est une conviction. Donc c'est une chance aussi, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et généralement, nous n'avons pas la même approche des problèmes. La question, c'est que la magie du couple, ça a été dit tout à l'heure par Martin Kampmann, c'est que nous nous sommes engagés à aboutir à une solution et trouver une réponse commune. Les sujets dont nous allons avoir à traiter sont extrêmement importants, nouveaux et peut-être plus graves que jamais. Anne Sander y faisait référence en parlant de la Grèce et la Turquie. Regardez ce qui se passe dans le Caucase en ce moment, ce qui se passe en Crimée, en Biélorussie. Nous aurons peut-être à travailler ensemble, à discuter ensemble de la paix ou de la guerre, de conflits limités, de guerres commerciales avec certains de nos partenaires, des sujets beaucoup plus difficiles que jamais. Et donc, nous allons devoir capitaliser sur ce travail intense de plusieurs années de coopération et savoir le transformer. Et moi, j'ai un souhait, c'est que nous allons plus vite sur le plan bilatéral, bien sûr en restant ouverts aux autres, mais en montrant l'exemple. Montrant l'exemple pour une union des capitaux, une union bancaire, une épargne commune. Si la France et l'Allemagne sont d'accord sur ces grands sujets, sur le Code européen des affaires, ces 150 millions d'habitants au cœur de la zone euro qui sont parmi la plus forte puissance économique du monde, capable de négocier avec la Chine, capable de négocier avec les États-Unis, et bien sûr, en restant ouvert à nos autres partenaires, nous en entraînerons d'autres. Et donc, j'aimerais qu'on prenne quelques sujets et qu'on accélère sur le plan bilatéral, bien sûr, dans un esprit européen. Il ne s'agit pas de faire de concurrence à nos partenaires, il s'agit seulement de montrer que nous sommes capables de donner l'exemple. Je pense que c'est comme ça que nous allons contribuer le mieux aux avancées de l'Union qui nous est chère. Merci beaucoup. Christian Lequen. Moi, j'espère que la relation franco-allemande, bien sûr, restera un système de gestion des conflits, mais que ce soit aussi une force de proposition. Et je trouve qu'avec le texte du 18 mai, on est revenu à cette tradition de la relation franco-allemande, force d'impulsion. C'était ce qu'on appelait jadis les lettres entre le chancelier et le président français. Voilà, donc j'espère que cette fonction-là de la relation franco-allemande demeurera. J'espère aussi que les élections
parlementaires de septembre 2021 en Allemagne et l'élection présidentielle de 2022 en France permettront de continuer cette relation. Je dois dire, j'ai pas trop d'inquiétude quant aux résultats des élections au Bundestag et à la coalition qui va en sortir. Parfois, j'ai un peu d'inquiétude quant aux résultats de l'élection présidentielle française. Merci beaucoup, Martin Koopman. Schlusswort für Sie. Vielen Dank. Oui, en fait, la relation franco-allemande, bon, il n'y a pas, je le disais déjà tout à l'heure, il n'y a pas d'alternative, mais je pense elle ne pourra avoir tout son impact que si elle reste une relation, je dirais, ambitieuse et honnête. Et l'honnêteté, ça veut dire il faut pas se tromper en fait de la réalité, c'est-à-dire on a toujours des positions très différentes, on a peut-être aussi des interprétations différentes, et je pense qu'il faut trouver entre la France et l'Allemagne une réponse à la question de savoir où se trouve l'équilibre, si j'ose dire, entre l'approfondissement de l'Union, donc l'éternelle question d'un côté, et la cohésion de l'autre. Je ne dirais pas entre approfondissement et élargissement, mais je dirais entre approfondissement et cohésion. Et je pense que c'est une question qui est difficile. Je pense qu'il y a des approches très différentes entre la France et l'Allemagne là-dessus. Il y a une force de convergence qui est là. Il y a une expérience de coopération de longue date et qui inclut pratiquement tous les secteurs politiques de l'Union européenne, ce qui est une bonne chose. Mais je pense qu'on a des visions qui sont encore, qui sont pas convergentes complètement en ce qui concerne notre vision de l'Union à l'avenir à 27. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos 4 participants à ce webinaire, Madame Sander, Monsieur Giuliani, Christian Lequesne et Martin Koopman. Merci d'avoir pris sur votre temps précieux ces quelques instants que vous nous avez consacrés et qui, je pense, ont éclairé l'ensemble du public qui nous a suivis. Et pour ceux qui nous ont suivis, je rappelle que le prochain webinaire du Centre d'Excellence Jean Monnet aura lieu le 3 novembre prochain et que le thème portera sur le Brexit. Voilà, un vaste programme. On espère que d'ici là, on aura l'accord de sortie qui nous est promis pour le 15 octobre et qu'on pourra débattre de cette question. Merci encore, cher Anne Sander, cher Martin Koopman, cher Christian Lequesne et cher Dominique Giuliani. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Hein, à bientôt, à Strasbourg, peut-être pour les uns et les autres. Oui. Pour la prochaine séance du Parlement européen. Prochaine séance du Parlement, ou Martine pour une invitation quelconque. Volontiers, je viendrai. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt, au revoir.